Engel. Oh shit, it's time for the Featuring Podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast Featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast. Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme Sadek. Sadek, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Driver? En pleine forme, content de te recevoir. Ravi d'être là. Ravi d'être là, toujours. Sans vulgarité ni violence cette fois. Très bien. Bon, on va parler de tout ton parcours. Ici, on commence par le commencement. Et le commencement, ici, c'est le moment où tu rencontres le hip-hop. Ok. Il y a une question que j'aime bien poser aux rappeurs. C'est, est-ce que t'es arrivé par la discipline que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le rap, ou une autre? Non, je suis arrivé par la discipline que je fais aujourd'hui. Ok. Ouais. T'as pas dansé, t'as pas scratché, t'as pas de truc, t'as pas tagué, t'as pas... Non, j'arrive même pas à dessiner. Ok. La danse, j'ai des gros problèmes de coordination. pas le rappeur le plus connu pour ma gestuelle. Ok. Donc, ouais, on est directement allé au rap. Très bien. Le moment où tu rencontres le rap, alors? En tant qu'auditeur, je crois que c'était sur du rap français, des cassettes d'NTM et tout qui traînaient à la maison. Ma mère était déjà en train d'écouter ça ou quoi, ça traînait déjà. Ma première mois où je me mets à rapper, c'est après le film 8 Mile en fait. C'est vraiment... Ah ok. Ouais, c'est ce film-là qui nous a révélé, comme peut-être il y a des gens qui ont eu envie de devenir braqueur avec Hit, nous on a eu envie de devenir rappeur avec 8 Mile. Ok. Lourd. Après 8 Mile, tu rappes quoi, comment, où c'est... Bah en fait, Qu'est-ce que tu fais en fait? c'était le bon prétexte 8 Mile. Pourquoi? Parce que comme je suis petit, j'ai rien à raconter. Donc en tant que petit, on se vanne. On se vanne en faisant des rimes. Ok. Et vraiment, c'était même pas rappeur que je voulais être. Moi, c'était Battle MC. Ouais, Battle Ok. MC. Et je me rappelle, je me rendais justement là où vraiment on voit la discipline, c'est dans les trucs du bateau phare, tout Bateau ça. phare, monsieur. Je crois que de mémoire, je suis le plus jeune à être monté au bateau phare. Je devais avoir Ok. ouais, j'avais 13 ans. Ah ouais, les vidéos qu'on voit, parce qu'il y a Ouais. des vidéos sur YouTube, ça, t'as 13 ans, genre? Ouais, j'ai 13 ans, ouais. Ok. J'ai 13 ans au bateau phare. Comment t'entends parler du bateau phare? En fait, c'est ouf parce que je rencontrais un mec dans le bus, dans le 114, le bus qui passe dans notre ville. Donc voilà, j'habite à Neuilly-Plaisance, qui est une ville située dans le 93, Ouais. limite 94. Et je rencontre un mec dans le bus qui nous observe, en fait. Mhm. Nous, notre petite bande de jeunes en train de parler. Et il me regarde comme ça, il me dit, hey, toi, je sais que tu rappes. Mais pourtant, dans le bus, t'es pas en train de rapper, t'es en train de parler. Non, on parle de rien, on Ok. parle de conversations de petits, mais vraiment, Ok. tu vois. Et je dis, ouais, je rappe, mais comment tu sais? Qui c'est qui te l'a dit? Parce qu'on est petits, Ouais. tu vois, j'ai rien sorti sur Internet ou quoi. Uh-huh. Il me dit, c'est le vent. Ouais. C'est une conversation lunaire, Ouais, déjà. lunaire de ouf. Et il m'a intrigué de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et en fait, il avait un gros poste avec lui, ce qu'on appelle un ghetto blaster, tu vois, Ouais. qui est un énorme poste de musique. Et donc, en sortant du bus, tu vois, il descend à l'arrêt de notre cité, il me dit qu'il va voir un grand de mon quartier qui fait du hip-hop aussi, qui enregistre des instrus et tout, Ok. et qu'il est venu lui rendre visite, et que lui, justement, son truc, c'est qu'avec des potes à lui et tout, des passionnés, ils se réunissent dans des endroits dans Paris, ils mettent ce ghetto blaster, Ouais. et il y a des cyphers qui se créent. Et des fois, ça Ok. part en battle, en truc, etc. Ok. Et j'ai traîné avec eux de mes 13 à 17 ans. Il s'appelle Murder. Ok. Et même, Attends, Murder. Le Murder qu'on connaît tous? je sais si tout le monde le connaît, c'est ce Murder-là en tout cas. Ok. Mm. Je pense savoir qui ça. Qui est proche de Daddy Lord C, Ok. voilà. Ok. Voilà, de mes souvenirs d'enfant en tout Ok, cas. Ouais. ok. Et C'est puis il lui. connaissait déjà beaucoup de gens dans le rap. Je sais Dans qu'il le avait milieu. fait des featuring, des trucs, etc. Ok. Donc pour moi qui était vraiment un jeune et qui était un fan de hip-hop, j'étais très impressionné et je comprenais pas d'où venait cette rencontre en fait. Ok. Mais il a senti, le vent lui a dit. Ouais. Il a senti. Et à la même époque, j'avais une chance incroyable, c'est que j'avais un grand de mon quartier qui s'appelle James BKS, Ouais, mais le fameux. ouais, aussi. qui a été mon mentor musical complet. Et lui, il avait déjà signé chez Akon à l'époque. Ouais. Il plaçait des Donc instrus c'est un chez Akon et beatmaker, tout. ouais. Ouais, c'est un beatmaker. Et donc, on a eu une très grosse éducation musicale de dehors avec Murder et Ouais. de l'intérieur du studio avec James James BKS. BKS. Ok. Et donc, du coup, c'est Murder qui te branche sur le bateau phare? Murder, il me parle du bateau phare, il commence Ok. à me brancher et tout. Et puis même avec des amis à moi qui avaient un groupe qui s'appelait LAV. Il s'appelait Ok. LAV parce qu'il s'entraînait dans un truc de basket qui s'appelait Lavoisier. Ok. Ça, on fait simple. Et si tu veux, c'était le groupe cool du Ouais. coin. Donc Ok. j'avais très envie d'en être et trucs, etc. Mhm. Et moi, en fait,
en parallèle de ça, c'est-à-dire sans Murder, sans James BK, j'arrivais à me faire un petit nom dans le coin, parce que il y avait des clashs qui s'organisaient après le collège ou quoi. J'en ai gagné quelques-uns. Et en fait, je les ai tous gagnés. Tous ceux qui s'organisaient, je les ai gagnés. Et donc, après le collège, j'allais clasher dans les lycées environnants. Et c'est comme ça que je me suis fait ami avec les plus grands, qui m'accompagnaient au bateau phare et tout, etc. Ça veut dire que toi, quand t'étais chez toi, t'écrivais des textes, que des textes pour tailler des gens. Ah non, pas du tout, j'étais en impro total. On parle de battle d'improvisation. Ouais, de battle d'improvisation. Ah ouais. Ouais, Donc tu étais chaud en impro comme ça pour terminer des gens. Pour terminer des gens ou autres. Hein. La dernière impro de ma vie que j'ai faite qui a été marquante, c'était, on a fait un morceau qui s'appelle 00216 avec Alka, Tunisiano, Brulux, ISK. J'avais pas envie d'oublier son nom, surtout le couplet qu'il a fait et tout. Et ce qui était incroyable, c'est que comme il était très proche de Alka, paix à son âme, il y avait Louvrezval qui est passé sur le tournage. Et moi, je discutais déjà avec lui un peu de loin, j'appréciais déjà ce qu'il faisait musicalement et tout, j'avais déjà capté le truc. Et lui aussi, il me répondait, on se sentait bien. On s'est vus et là, j'ai dit à tout le monde, poussez-vous, on avait un petit poste et tout, et on s'est enfermé, moi, Louvrezval et ISK. Et moi et Louvrezval, on a dû freestyler pendant plus de 2 heures facile. Que en impro? Ouais, que en impro. C'est-à-dire Louvrezval aussi, il était chaud en impro? Ah non, Louvrezval, il est pas chaud, il était génial. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, c'est de la gymnastique mentale. Et en fait, il était tellement fort qu'il m'a poussé à me surpasser. Et vraiment, ce qui m'avait marqué, c'est que pas une fois, moi ou lui, on a répété un mot. Tu vois ce que je veux dire? Pas un seul mot répété. Je reprenais ces trucs pour bien lui montrer que c'est la fin de... Ok, c'est ça qui va m'inspirer à partir d'impro, mais 4, c'était fluide dans un truc de ouf. Incroyable. Il y avait même un média sur place qui voulait filmer. J'ai dit, je filme rien du tout. C'était entre vous. Laisse ça pour nous. Qui repose un peu en tout cas. Très bien. Donc, tu vas au bateau phare. Ouais. T'es le plus jeune. Je suis le plus jeune. Ça te fait peur ou pas? Je suis très stressé de ouf. Ok. Très stressé. Parce que là, c'est plus les lycées, tout ça. Ah non. Là, tu montes sur scène, il y a un public. Ouais, je monte sur scène et on se fait éclater. On se fait ratatiner. Je crois que de mémoire, on était tombé... j'ai pas envie de dire une connerie, peut-être que mes souvenirs se mélangent, mais contre un mec qui s'appelait Arctic. Ouais, que je connais très bien. Ouais, qui est très fort. Qui avait déjà une expérience en plus. Ouais. Et puis, petite voix fluette, truc. Non, je me suis fait éclater de ouf. Éclater de ouf. Ça t'a pas découragé? Pas du tout, au contraire, ça m'a dit, tu vois. Faut que je revienne. L'orgueil. Même pas faut que je revienne. Faut que, en fait, t'es chaud dans ton coin, mais ton coin est plus la merde, réveille-toi. Ok, ça t'avance à travailler encore plus. De ouf. De ouf. Moi, il y a un truc aussi, c'est que, à part ce talent un petit peu d'improvisation et tout, en vrai, j'avais pas de skills particulières pour le rap, j'étais pas un tueur. Je pense que ça a beaucoup été le travail et le fait de bosser, et surtout, en fait, en pensant que j'étais en train de m'améliorer en rappant dehors, j'étais en train de me détériorer pour faire du rap en studio. Parce que ça n'a rien à voir, hein. C'est important de le dire, ça. Et vraiment, le rap, quand tu rappes dehors, ça peut te ken pour le studio, parce que tu prends des mauvaises habitudes. Tu rappes fort, Ok. Et t'es sur un truc de live et tout, donc ça n'a rien à voir du tout avec le studio. Ton retour au bateau phare? Écoute, je crois qu'on avait fait un retour qui s'était bien passé, et mon souvenir le plus marquant du bateau phare, il s'est passé à l'extérieur du bateau phare. Un soir, justement, je suis avec Murder et avec quelques amis à nous qui étaient autour. Là, on rencontre un groupe qui sort du bateau phare, qui venait de gagner justement une des disciplines, un truc ou quoi. Et je freestyle là en impro avec un des mecs pendant 1h30, 2 heures. Et en fait, des années plus tard, je me rends compte que ce mec-là, c'était Maître Gims. Ouais, j'ai vu des vidéos de lui au bateau phare aussi. C'est ouf. Et c'est lui qui m'en avait parlé une fois. Tu vois, Mamadoun, il est fondateur du Quai 54. C'était mon producteur, manager, mais avant tout, on avait une relation de petit frère, grand frère. Tu vois, on n'a pas du tout le même âge. Il m'a pris sous son aile et tout. Et donc, une fois, je suis au Quai 54. Il me dit, tu peux aller chercher Gims, il est dehors et tout. Donc, je vais le chercher. Mais moi, je vais chercher Gims, l'artiste, tu vois. J'apprécie, je respecte, mais je ne connais pas, tu vois. Tu connais pas l'humain, la personne. Et il me check, il me dit, tu te rappelles de moi? Au bateau phare, non. Et je me suis souvenu, tout ça m'a fait un flash. On croisait du monde. C'est ouf. Et c'est bien qu'ils aient filmé tous ces trucs-là. Parce que c'est des trucs, moi, que j'ai découvert sur YouTube. Je me disais, tout, ok, Gibbs, Sadek, tout ça, Battle, ok. Du coup, tu comprends son envie d'avoir envie de faire des albums rap, malgré que ce soit... Bien sûr, c'est en lui. C'est en lui. Malgré que ce soit le top variété française aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est... c'est en respectant le c'est pas péjoratif du tout. Ah non, pas du tout. Très bien. Cet épisode de Battle au bateau phare, ça te donne envie de faire quoi derrière? Ça me donne envie de me frotter à toujours plus gros. Même avant ça, un truc que j'avais fait où ça s'était bien passé,
J'avais fait un espèce de concours de rap battle comme ça. Ça s'organisait à l'époque, comme le Uncut Contest et tout. Bien sûr. Et il y en avait un qui avait été organisé dans le 91 où t'avais l'Algérino en jury. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille sur le rap et tout. Tu vois, il m'a dit c'est très bien avec tout ce que tu fais. Faudrait essayer de construire des morceaux, réfléchir un peu, tu vois. Je me suis dit ouais, c'est fou. Et en fait lui, il me voyait dans un truc de rappeur. Alors que pour moi, le top du truc c'était de finir à Détroit et de niquer Papadoc. Et de faire choquer Papadoc. Et on s'arrête là. C'est tout. C'est ça la plus grosse victoire qu'il peut y avoir. Et tu l'as pris au mot à l'Algérino. T'as eu envie d'aller en studio, de construire des morceaux. Ça m'a commencé à faire écouter du rap français. Et un jour, j'achète l'album de Youssoupha. Est-ce que t'en écoutais pas quand t'allais faire les battles, tout ça? Non. Ah ouais, moi j'étais très rap américain. Très New York, très Fat Joe, Ja Rule, Jadakiss, mais tout ce qui tourne autour, Queensbridge, vraiment. Tu sais, je les découvrais comme des Pokémon. Tu vois, je suis passé de Pokémon aux rappeurs de New York. J'ai connexionné pareil, tu vois. Ah, tiens, il y en a un nouveau. Cormega, c'est quoi ça? Alors quand tu as eu Deep Sets de Unkaza, Afriki Ziki, le Don Bishop à Gala. Tous les mecs sombres. On est devenu ouf sur. Et en plus, quand t'es petit, tu vois, c'est-à-dire que tu connais pas l'industrie, le truc, le clip, c'est-à-dire que ce que tu vois en image, pour toi, c'est ce qu'ils sont pour de vrai, tu vois. Et donc, je te disais, j'ai acheté cet album de Youssoupha qui était Éternel Recommencement. Et je lis le livret, parce qu'à l'époque, voilà, on prenait le temps. Le CD, le CD. Et là, je vois un numéro de téléphone écrit au bout. Écrit derrière, avec un nom, mais qui s'appelle Pierre Mafoy, management de Youssoupha. Et c'est super marrant cette anecdote, parce que même lui, je lui ai jamais dévoilé. Et je l'appelle en fait, et je suis super hésitant. Et tu sens la timidité de ouf, tu vois. Oui, j'ai acheté l'album, c'est bien. Moi aussi, je fais un peu du rap et tout. Et il me dit, ouais, bon, c'est cool et tout, merci d'avoir appelé, merci du soutien et tout, mais non, on travaille sur Youssoupha, on n'est pas en mesure de trucs ou quoi, mais voilà, bon courage et trucs. Et je me dis, non, ce qu'il me dit, c'est pas vrai. C'est moi, j'ai pas été bon. Là, je reprends mon courage à deux mains, 5 minutes après, vraiment, je change de voix, je le rappelle. Je dis, ouais, j'ai écouté l'album du Youssoupha, c'est bien, mais moi, je suis vraiment là pour tout baiser et tout. Faudrait qu'on se donne un rendez-vous, je te fais écouter ce que je fais. Je peux rapper au téléphone, je lui fais un texte au téléphone et trucs. Et maintenant, il me dit, ah, c'est bien, on se rencontre. Il me donne rendez-vous à Massy avec le management de Cynic, 609 à l'époque et tout. Et à partir de là, en fait, c'est la première fois où je commence à rentrer en studio, j'enregistre pas. Là, je peux traiter en studio, je rencontre Youssoupha et tout. Et ils ont été cool déjà de me donner cette approche. Moi, je continue mon parcours un petit peu dans la rue, entre guillemets, c'est-à-dire dans les disciplines. Et là, avec des potes à moi, parce que j'étais grand fan de basket aussi, et on se retrouve au Quai 54. Donc l'un des premiers Quai 54 à la porte de Charenton. Et entre la demi-finale et la finale, il y a un petit moment de flottement où Mokobe, il dit, écoutez, s'il y en a un qui veut danser, chanter, n'importe quoi, venez. Et donc moi, j'arrive à me faufiler. Je me fais passer pour le petit cousin de Rimka, un des gardes et tout. Et... C'était trop fort. Ah, culot. Non, t'es fort. Mais en plus, je l'ai bien fait. J'arrive devant la sécu. Ils s'en foutent des messages de Mokobe qui passe au micro. Ils sont concentrés sur... Tu vois. Il me dit, tu veux quoi? Je lui dis, je vais rejoindre mon oncle. Mais c'est qui ton oncle? C'est Rimka. Rimka était de dos et moi je le pointe comme ça. Super, parfait. Il a pas voulu faire d'incident. Vas-y, rentre. Et là, évidemment, je fais 2 pas vers Rimka et je vais vers Rocco. Normal. Et je dis, s'il te plaît, laisse-moi rapper et tout. Il me dit, ouais, bien sûr. Et je me dis, vas-y, il me met une feinte, mais je reste avec lui sur le terrain. Et en même temps, t'as vu, il met sa main sur mon épaule comme ça. Et t'as vu, je vois que les gens, ils commencent à me regarder. C'est-à-dire, je peux pas bouger. Je reste comme ça. Je me dis, j'espère que ça va bien se passer. Et là, il dit, bon, on a un jeune qui est descendu, qui veut rapper et trucs, donnez-lui de la force, leur dis ça, balance une instru, je commence à rapper et tout ça. Ça se passe bien. Mais là, je sais pas d'où, en fait, je vois un mec qui commence à descendre des tribunes. Il veut clasher avec moi et tout. Mais non. Et en fait, mais comment tu le sais? Il a pas de micro, quoi. Il descend en mode, non. Mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'il y a un épisode de ma vie que très peu de gens savent. Moi, je suis allé dans un collège, frérot, c'était Poudlard. Tu vois, en 5e, à force de traîner avec les murders et tout, j'ai été viré de l'école publique parce que j'avais plus de... Mais vraiment, peut-être 200 journées d'absence sur une année scolaire. Je sais pas si tu te rends... Je suis pas allé en 5e. Pas du tout. Je suis pas allé en 5e du tout. Donc à la fin, j'ai fait des tests pour montrer que t'as vu que j'avais le niveau pour aller en 4e. Et si j'allais pas, en fait, plus jeune, je devais sauter 2 ou 3 classes. Et ma mère, elle a refusé. Tu vois, vraiment... Elle avait peur de me perturber, mais en fait, c'est ça qui m'a perturbé. C'est qu'à l'école, je m'ennuyais énormément. Donc, j'allais pas du tout en cours. Et j'avais le niveau. Et j'appréciais le rap de l'autre côté, donc je mettais mon temps dans ça. Fin d'année scolaire, je suis viré, je me retrouve dans un collège hors contrat avec l'État qui s'appelle Jeanne d'Albret à Fontenay-sous-Bois. Quand on entend collège privé, on se dit c'est génial, les petits riches, les trucs, on va jouer au Quidditch.
Frérot, je suis tombé dans, tu sais, la série Skins, tu vois, cette série d'anglais, de drogués, de trucs, que des destins, des 14 ans déjà brisés, plusieurs tentatives de suicide, cocaïnomane, des adolescents qui étaient déjà enceintes dans ma classe. Une ambiance nightmare. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que le mec, quand il descend, je le reconnais. Mais non. C'est un mec de cette école-là. Ouais. Mais non. En fait, t'as vu, un jour, je suis revenu dans cette école-là pour voir mes anciens camarades, à la fin de 3e, et je le vois, ce mec-là. Il me dit, ouais, on m'a dit, tu rappes et tout. Et je dis, ouais, tout tranquille. Et il s'appelait Jonas. Et déjà, voilà le blast de ouf. Jonas. Et son vrai blast de rappeur, c'était MC Vénère. On aurait dit un truc que Michael Youn aurait inventé. Tu vois ce que je veux dire? MC Vénère. Et je le vois qui descend et tout. Et il est vénère. Ouais. Il en avait gros sur la patate. Il voulait en découdre. Il voulait en découdre. Et comme moi, je savais déjà un peu le niveau du boug et tout. Vas-y, mon grand, je t'en prie. Et là, il rappe pendant longtemps. Les gens, ils commencent à huer. Et moi, je commence à... Et plus tu rappes, plus j'ai le temps de préparer. C'est de l'impro, mais... Bien sûr. C'est de l'impro, ça bout dans ta tête. Oui, ça bout. Bien sûr. Crois pas, je vais dire, ah non, il faut absolument que ce soit un spontané. Non, je suis en train de préparer Trimar. Tu construis. Continue. Toi, j'ai te fumé en une phase, et phase de type, je dis quoi, face à moi, il est déjà mort, appelez-le le zombie, moi contre toi, c'est le Brésil face à la Zambie. Et en fait, par rapport à tout ce qu'il avait dit, il y avait tellement un décalage de niveau, la phase n'est pas ouf. Mais en relativité, c'était génial par rapport à lui. Ils ont envahi le terrain, le K54. Mais non. Je te jure. Et moi, je vois des Holkinry, Danny Dan, des mecs que je kiffe, que j'écoute. C'est des mecs, pour moi, ils existent pas. C'est des voix. Ouais, ils existent pas. Tu les verras jamais. Et c'est pour ça que je comprends des fois quand j'ai des gens qui nous voient, je comprends ce choc. Parce que moi, je l'ai vécu. C'est fictif, tu vois. C'est comme si demain, tu voyais l'inspecteur Gadget. Ça n'a aucun sens. Il reste dans la télé, toi. C'est ça. Tu dois rester dans la télé. Tu n'as rien à faire parmi les humains. Et là, gros, je suis emporté par la foule partout. Je vois que des acteurs du hip-hop que moi je reconnais, que j'identifie. On me place en VIP et trucs, Derrière moi, il y a Kennedy qui à l'époque a fait Flashback 2005, c'est le rappeur actuel. Chaud du moment. Et là, je me rappelle, je vais voir la sécu et tout, il me dit, mais t'es pas le petit cousin de Renka, toi et tout. Je dis, non, mais je peux faire ramener mes copains et tout. Toi, t'es genre dans la bulle. Il me dit, vous êtes combien? Je dis, on est 3. Il me dit, vas-y. Ça va. Il me dit, bien joué. Il me dit, bien joué, t'es rapide. Et voilà, c'est de là où... Après ça, donc je prends contact avec Amadoun, mais lui, il m'explique bien qu'il est pas du tout intéressé par le rap, la production, quoi. Mais il voit que j'ai tellement la niaque et que j'ai tellement envie et je suis tellement dans l'harcèlement que, au bout d'un moment, il me dit quoi? Il me dit, c'est quoi? Vendredi prochain, je dois avoir des trucs avec si j'aurai les capacités ou pas. Appelle-moi vendredi prochain, je te donne ma réponse définitive. Mais lui, en fait, il se prépare à me dire non. Et quand je l'appelle au téléphone, il a prévu de me dire non. Et il me dit non. Sauf que moi, j'entends oui. Et quand il voit ma réaction, comment je suis content sur le oui, il arrive pas à me redire non. Donc il commence à caler des séances studio. Mais t'as vraiment entendu oui? Je te jure. Et il me l'a dit des années plus tard. Qui t'avait dit non? Ouais. Non, c'est toi, t'étais trop conditionné. Tu t'es dit, il va dire oui. Les réseaux de l'époque, les itinéristes, tout. Frérot, écoute, j'ai bien réfléchi, je pense que toi et moi, ça va le faire, tu vois. Ah, super! Donc, en vérité, vous allez travailler ensemble sur un malentendu. Sur un malentendu, Une carrière sur un malentendu. C'est fou, hein. Incroyable. C'est percé dans le rap sur un malentendu. Et donc, on a travaillé 4 ans ensemble, où on était que en studio. J'ai eu la chance de travailler avec Manu Kay, qui était le réalisateur et le fondateur historique de la Mafia Qu'un Free, qui a beaucoup travaillé sur le morceau, on a passé des nuits blanches pour essayer de corriger, en fait, ce truc de rapper dehors et essayer de construire quelque chose, quoi. Et en même temps, c'était compliqué parce qu'Amadoun avait une vision très spéciale du rap et il admettait pas aussi quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'étais très respectueux avec lui. Et à aucun moment, je lui aurais montré quoi que ce soit. Tu vois, je faisais pas la KR avec lui. Et en même temps, j'étais pas une KR à cette époque-là. Mais j'étais quelqu'un de dehors. C'est-à-dire que j'étais un passionné, j'étais quelqu'un qui vivait dehors, j'avais des choses à raconter, des trucs, etc. Et lui, il essayait de me lisser aussi dans un truc où il voyait ce qui marchait à l'époque. On était un petit peu dans l'arrivée de Section d'Assaut, de Soprano surtout, tu vois, qui avait déjà bien marché, fait la transition. Et lui-même, dans ses valeurs à lui, etc., ça ne correspondait pas, de parler de trucs de dehors, de trucs de teenager, de la vie, tu vois, que j'avais, etc. Donc, il me l'admettait pas. Et du coup, j'essayais de suivre sa direction artistique et on avait du mal à se comprendre jusqu'à un moment où on a réussi à trouver notre truc. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il avait tous les contacts. Donc, j'aurais pu être pistonné à fond et on les a jamais utilisés tant qu'on n'était pas prêt. Ça, c'est bien. Tu sais, là, tu viens de dire, vous avez bossé pendant 4 ans en studio.
aujourd'hui, souvent quand je regarde, les mecs, le premier morceau qu'ils écrivent, ils le sortent. Mais il est sur YouTube, il est sur truc, machin. Donc c'est quand même une autre époque, ce que t'es en train de dire. Non, je pense qu'on est... En fait, les mecs, ils le sortent, mais les restas, ils percent, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je dis toujours un truc aux gens, ils le comprennent pas, c'est il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ouais, tu vois. Elle est belle, celle-là. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut 10 ans pour être connu. Évidemment que tu vas être connu du jour au lendemain. Ah, il est arrivé du jour au lendemain. Mais non, mais son ascension, son truc, c'est fait du jour au lendemain. Ouais. Mais il y a un processus de travail. Avant, Et même, tu sais quoi, par exemple, j'étais en studio très récemment avec un artiste dont je tairai le nom, que j'ai trouvé extrêmement talentueux. Un gros univers musical et trucs. Et il réfléchissait que aux stratégies marketing, aux trucs, etc. Il a raison, mais je lui ai dit, ça c'est 90% du travail. Quand tes 10% du travail, ils sont à 100% terminés. Et tes 10% du travail, c'est quoi? C'est la musique. Tant qu'on fait pas de bonne musique, ça ne sert à rien de penser à comment la mettre en rayon. Stratégie, c'est comme si demain tu rentres dans une fromagerie, le fromage qui est mis en avant, c'est un fromage pourri, mais pas fermenté ou truc quoi, un truc qui n'est pas consommable. Alors c'est super bien présenté, les trucs quoi, mais au final les gens ne vont pas l'acheter, et même s'ils l'achètent une fois, ils le reprendront pas. Bien sûr. Et je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ou d'un côté des gens qui pensent que s'ils y arrivent pas, c'est juste à cause du marketing, du truc, etc. Ils sont beaucoup, hein. Et de l'autre côté, c'est là où je te dis les restas, il y a toute une nouvelle génération d'artistes qui arrivent que moi j'écoute et que j'apprécie. Quand j'écoute leur musique, je comprends pourquoi ça marche, parce que c'est hyper bien produit. Et tu sens le travail qu'il y a derrière, le temps qui a été passé. De ouf. Tu sens que c'est hyper bien produit, de ouf. Donc du coup, quand ça connecte à une oreille, une fois, ça devient le bouche à oreille. Chaque oreille devient une bouche pour dire, ouais, j'ai écouté ça, c'est mortel. Ça tue. Moi, là, depuis tout à l'heure, on avance sur tes débuts et tout. Et moi, il y a un morceau de toi que j'avais écouté où tu racontais justement ton histoire, où tu parlais d'un accident de voiture où t'as été renversé et tout. Ça arrive quand, ça, à peu près, dans ce que tu viens de me raconter? C'est au tout début. Donc, c'est avant que tu rencontres Amadoun? Ah oui, largement. Ouais, largement. Donc, si tu peux expliquer pour les auditeurs. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'être passionné de rap, j'étais passionné de sport de glisse. Et encore une fois, sous l'influence d'un jeu vidéo qui s'appelait Jet Set Radio Future. Ok. C'était un jeu où, en fait, c'est des mecs qui faisaient du roller. Et tu gagnais des points en faisant des slides. Slides, c'est quoi? C'est avec tes rollers glissés sur une barre en fer, ou tu vois, ce qu'on peut trouver où tu peux glisser, quoi. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient les deux roues du milieu pour pouvoir glisser le plus possible. On achetait de la wax, du truc, tu vois. Après, on a appris des années plus tard que la wax, c'était aussi du shit. Mais pour nous, la wax, c'était pour faire glisser ça faisait glisser les barres, quoi. Ça créait le frottement entre la barre et le roller. Et donc, je trouve des bâtons de ski dans une espèce de décharge de ma ville, tu vois, dans les encombrants. Et je les prends et je commence à me donner de la vitesse avec, tu vois. Tout le monde pétait un câble sur moi, tu sais, bâtons de ski, roller. Dans la rue, on rigolait et trucs. Ça a duré 3 jours. Le 3e jour, je me fais cartonner par une voiture en bas de chez moi. Et ça a été un gros accident et ça a duré un an d'immobilisation à la maison. T'expliques, c'est là que tu commences à prendre du poids, tu bouges pas, tu manges. J'étais déjà un petit peu en surpoids, mais là vraiment, ça a accéléré. Ça a complètement accéléré parce que c'était vraiment 1 an dans le lit. Même les besoins et tout dans le lit, impossible de bouger. Ah ouais, chaud. Bon, en tout cas, t'es en pleine forme aujourd'hui. Très bien, Dieu merci. On est content. Très bien. Donc là, on revient, t'es avec Amadoun. Moi, j'entends parler de toi, j'entends, Amadoun du Quai 54, il a un artiste qui s'appelle Sadek, tout. Moi, à chaque fois que je te vois, je regarde tes pieds. Je me dis, il doit être bien chaussé. Il y a un Quai 54, il y a Amadoun, il doit avoir une belle paire de Jordan. Et à chaque fois, t'étais bien chaussé. Ouais, j'étais bien chaussé. T'avais des plugs, c'est comment? Non. J'étais payé en Jordan. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'était, tu sais, l'être humain, il a un gras dans des trucs où, en fait, tu te rends pas compte. Quand ça devient une habitude. Pour toi, c'est normal. Il me l'a rentré dans une normalité, en fait. Il m'a tellement offert de Jordan, de trucs ou quoi. Et comme il voyait aussi que j'étais un mec qui prenait pas soin du tout de mes affaires, tu vois, il y a tous les années au Quai 54, il y a les 54 paires qui sortent Friends and Family. Et moi, je suis très Friends and Family avec Amadoun. Mais il a pris énormément de temps avant de m'en donner une parce qu'il savait que j'en prenais pas soin. T'allais la tuer. Et il avait raison. Et il avait raison, tu vois. C'était pas méritant. Il voulait que je comprenne la valeur du truc avant de m'en donner une, tu vois. Très bien. Comment vous avancez? Qu'est-ce qui va vous amener jusqu'à avoir un deal et sortir ce premier album? Ce qui va nous amener à avoir un deal, c'est qu'à l'époque,
Donc on sort Bousca Pétrification, totalement du chef d'Amadoun, qui est très bien avec Fils de Bouscapé. Voilà, qui le prévient, qui lui dit voilà, j'ai mon artiste et tout, etc. Fif écoute, il dit ok, on est prêt. Ils viennent au studio, je le fais en une prise, c'est impressionnant, c'est super. Le freestyle sort et c'était vraiment l'un des premiers freestyles Bouscapé. Et c'est celui où t'es dans la rue avec tous tes gars derrière, non, c'est un en studio où tu vois, je suis énorme et tout. C'était au studio de Jacques Beher, là où ils ont enregistré Style Fresh, Esprit Noir, Montréal Squall. Voilà, ces studios-là. Et donc, je fais ce freestyle, ça se passe super bien. C'est-à-dire que le freestyle sort, le lendemain, je suis connu. Dans le microcosme du rap, il y a une émulsion, un truc, tu vois, de zéro, vraiment de inconnu. On passe à mais c'est le petit gros qui rappe, tu vois. Et Bouscapé, c'était quelque chose là, à ce moment-là, c'était ouf. C'était ultra influent. C'est-à-dire que t'es sur Bouscapé, t'existes. On te voit. Joke, par exemple, la première fois qu'on entend parler de lui, c'est sur son freestyle qu'il avait fait sur Bouscapé, et tout de suite, il existe. Tu vois. Et donc, dans la foulée, on est contacté par Alexandra Monori et Rémi qui travaillent à... J'ai pas envie de dire de conneries, c'était EMI à l'époque. EMI, ils avaient signé Hostile et tout. Et il y avait déjà William Edor, et ils travaillaient avec donc Soprano, beaucoup de gros artistes. Il y avait Diams, il y avait Seth Gecko, il y avait énormément de monde. Et donc, ils nous contactent en nous disant que voilà, qu'ils aimeraient bien qu'on bosse ensemble, qu'on essaye de travailler un projet. Sur un freestyle. Une majeure compagnie est intéressée. C'est un truc de fou, comme un truc aujourd'hui, de fou, avec du recul. C'était un truc de fou. Parce que c'est un freestyle. On sait même pas si tu peux faire un morceau. Mais à l'époque, il y avait pas de nouvelles sensations. Tu vois, je me souviens très bien de cette époque. Il y avait un creux. Il y avait un creux, français. C'est ça. Il y avait un espèce de creux. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a été vraiment surcotés. Tu vois, toute notre génération un peu de freestyle 2012 et tout. La relève, ce qu'ils appelaient la relève. Voilà, la relève, le renouveau, le truc. Il y avait un creux, mais on n'était pas à même d'assumer ce statut-là. Tu vois ce que je veux dire? On était tous en vrai développement. Et je pense qu'on nous a trop accordé d'importance sur nos développements. Parce qu'on avait tous des carences artistiques normales, vu qu'on était en train de construire un univers. Donc, tu vois, c'est normal. C'est normal. Mais en même temps, voilà, que jeunesse se fasse. Et donc, on a été approché, on a signé avec Hostile. J'ai sorti un projet qui s'appelait La Légende de Johnny M, dans lequel j'avais déjà des featuring sympas. On avait Jay Mills de Young Money. Il y avait Fababi. On avait fait des beaux morceaux. Et ce projet a bien marché. C'était un beau succès d'estime. Ça, c'était en mode mixtape. Mixtape. Et comme, du coup, Amadoun, il était aussi beaucoup dans ses business et tout, il me faisait confiance. C'est vraiment un projet que j'ai fait... plus ou moins moi tout seul, avec l'ingé, etc. Mais Amadoun toujours à la supervision, etc. Mais dans un vrai rôle de producteur. Il n'intervenait pas en direction artistique. Et dans le projet d'après, donc Les Frontières du Réel, comme ce succès-là, il a eu un succès d'estime, on se dit qu'on peut aller chercher un succès commercial. Et surtout, voilà, moi, je me sens en trop grande pression et je me dis, là, il faut aller chercher un succès commercial. Parce que Les Frontières du Réel, c'est plus une mixtape, c'est un album. C'est le premier album. C'est le premier album. Et du coup, vraiment, c'est même ce que je reproche des fois aux artistes avec qui je travaille. Je reproche ce comportement que moi j'ai eu, j'ai aucune direction. C'est-à-dire, je dis amène à tout, je veux que ça marche. Je veux que ça marche et j'ai tellement peur de prendre des décisions, des trucs et que ça s'arrête parce que pour moi, c'est tellement inopiné que je crois que je fais vraiment n'importe quoi, tu vois. Amadoun, il a toujours été très clair avec moi. Le rap, c'est pas son truc ou quoi. Donc, il a ses inspirations. C'est un très, très, très bon homme d'affaires. C'est quelqu'un qui fait que les choses aboutissent. Il a d'autres énormes qualités. Il sait parler. Et même dans la musique, il a des bonnes sensibilités, des bons trucs. Mektoub, par exemple, c'est un morceau de son chef et ça s'est très bien passé. Mais je pense que je l'ai trop suivi sur ça, tu vois. C'est-à-dire que on était dans un truc où l'album a pas du tout marché. Moi, c'est ça. Je suis à l'extérieur. Moi, quand ton premier album il sort, ça correspond à toute cette époque, la relève, et je me rends compte que tous ces rappeurs qu'on disait être la relève, un par un, ils sortaient leur projet, et ça marchait pas, en fait. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Ça marchait pas, mais l'album était nul aussi. L'album était nul, mais à l'époque, on dit ça marchait pas, mais on en fait quand même 3000 en physique. Donc, mais ça décolle pas, ça marche pas, et surtout, on n'a aucun morceau qui truc, et pire que ça, c'est que les gens se rendent compte que l'album est nul, tu vois. Des fois, tu l'as ressenti, ça? Par exemple, là, j'ai fait des albums qui ont moins marché, mais tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des bons albums. Tu vois, dans les gens qui m'écoutent et tout, ils sont satisfaits de ce que je propose. Après, là, vraiment, c'était un truc de non, l'album n'est pas bon. Moi, je le savais. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'arrivais pas à comprendre où t'allais. Mais j'allais nulle part. Parce que avant l'album, moi, comment on te vend sur les réseaux sociaux, le Fat Joe français, les trucs, mais pas que le physique, avec la musique aussi. Je me dis, ok, il prend ce couloir-là. Et puis après, il y a
C'est pas grave, le morceau c'est pas grave, qu'il y a un truc ridicule. Voilà, avec plus un côté humoristique que Fat Joe aurait pas fait. Non. Donc du coup, je comprends pas. Mais c'est même pas humoristique, c'est cringe. Tu vois, c'est gênant en fait. Vraiment, je pense que je peux être à même de le dire aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, je le sens. C'est-à-dire que vraiment. Ah ouais, au moment où tu le fais. Ouais. Si cette discussion peut servir à quelqu'un, vraiment, vous êtes votre meilleur métronome. Quand vous sentez les choses à l'intérieur de vous, qu'il y a un truc qui, une petite répulsion, suivez cette répulsion, écoutez-vous. Écoutez-vous et écoutez le cœur plus que le cerveau, surtout quand on est dans l'artistique. Le cerveau, il intervient quand le cœur, il a fini son travail. Mais quand les deux doivent dialoguer, c'est toujours le cœur qui doit prendre le dessus. Vraiment. Et je le sentais déjà à l'époque que j'étais en train de faire de la merde, tu vois. Il y a un truc en moi qui me disait, c'est pas bon ce que t'es en train de faire et trucs. Et après, il y avait une raison aussi qui me disait, mais regarde, là, t'as une vraie opportunité, donc c'est sympa tes trucs de rap ou quoi, mais si tu peux sortir ta daronne du quartier, si tu peux aider, tu vois, mes parents, ils avaient acheté un garage, à l'époque, on avait des gros crédits, des trucs, si je peux aider, participer, et j'avais toutes ces responsabilités dans la tête, tu vois. Et je le justifie pas, mais j'explique pourquoi j'ai fait n'importe quoi. Moi, je comprends. Et donc, après, ce qui s'est passé, ça, c'est ma vraie réalité, c'est-à-dire que, mon contrat, on me le rend. Parce que, Hostile, ça devient, Warner. Parlophone. Donc, ils font du grand remue-ménage. Mais en même temps, William Edor nous fait une promesse à Amadoun et moi. Il nous dit, écoutez, je vais, cleaner tout ce qui a cleané en maison de disque. Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Et voilà. Donc, il croit en ton projet. On a fait le mauvais projet, mais on a le bon artiste, tu vois. Et on va rebosser, mais pas maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en même temps, le rap, c'est ma passion. Et Amadoun, à ce moment-là, tu vois, il a d'autres business qui viennent et trucs. Donc, je me retrouve un petit peu tout seul, mais il y a personne qui m'abandonne. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parle tous, tu vois, trucs, Mais voilà, en même temps, on n'est plus dans les mêmes standards. Ça reste du boulot dans le sens où il y a une économie, un truc, il y a des priorités. Et sauf que moi, à l'époque, je commence à faire des grosses conneries où je rentre de l'argent. Et c'était vraiment inopiné parce que j'ai jamais été attiré par ça ou plus que ça, ou truc, quoi, tu vois. Mais j'ai toujours eu un petit talent et un petit réseau dans ça. Et donc, je déménage dans Paris et je découvre la nuit parisienne. Et surtout, il y a un autre truc en parallèle, c'est que je fais une sleeve où je perds 90 kilos. Tu vois, 98 kilos pour être exact. Parce que j'étais arrivé à 198 kilos et j'étais en double obésité morbide et j'allais mourir, tu vois. Les médecins ne me laissaient pas le choix, en fait. Vraiment. Et donc, en perdant ce poids, en mettant à vendre de la drogue dure en plein Paris et en découvrant les quartiers 11e, 9e et trucs, ma vie, elle bascule. Je passe de quelqu'un qui, je sais pas, entre 20, 30 euros, 40 euros la semaine, tu vois, à rentrer 800, 900 euros par jour en bénéfice, tu vois. Donc, même, je me rappelle, à l'époque, il y a des restaurants de Top Chef qui ouvrent. J'y vais comme dans des cantines avec mes copains et je fais en sorte que tout le monde ait de l'argent et que tout le monde réussisse à vendre et à faire une économie, un truc, on fonctionne vraiment comme une petite bande. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais montré ou truc quoi dans la musique. Mais du coup... là où ceux qui ne font rien montrent. Et ça m'a créé une économie, un réseau un peu fou. Et là, j'arrive à la période des morceaux comme Zanotti et tout, tu vois. Parce qu'entre 2013 et 2016, je traîne beaucoup avec mes potes de Barbès que je vois en soirée et trucs, etc., qui, eux, sont déjà dans ces standards de grosses marques de luxe, qui attendent pas les avances de maisons de disques ou quoi pour, tu vois. C'est-à-dire que le style que Gazo, Rapissati et trucs, etc., ils ont, aujourd'hui, vestimentairement, moi, je traînais et mes amis étaient déjà des gens qui s'habillaient comme ça, sans faire de rap, de trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'était le nouveau flow de la rue, en vrai. C'était vraiment Dope Boys. C'est le morceau de Dope Boys de Jay-Z et tout. C'était vraiment, on était dans ce truc-là de Dope Boys. Et surtout, on réfléchissait à petite échelle, c'est-à-dire qu'on était des gros poissons dans une petite mare. Tu vois, on avait l'impression, pour nous, que 10 000, 20 000, 30 000 euros, c'était complètement fou, tu vois. Même les gens, je les choquais dans des trucs teubés, tu vois, quand je fais la vidéo où je parle à Jarod, des trucs, tu vois, le 10 000 euros, ils sont là. C'est mes 10 000 euros à moi. Tu les avais vraiment. Et même, on était avec SCH et trucs sur les tournages et tout, et même, ils voyaient, ils comprenaient pas le truc. Ils disaient, putain, il est gentil, le petit gros, mais ça vient d'où, ça? 80 000 euros en liquide, 3 Rolex, tu vois. Nous, on rappe. Et j'étais vraiment dans ce truc-là. Vous parlez tous de rue, pourquoi vous avez pas d'argent? Tu vois, vous parlez tous de rue, pourquoi vous avez pas d'argent? Tiens, vous voulez prendre les gens pour des cons? Nous, on a vraiment de l'argent, tiens, regarde des trucs, etc. Et j'étais dans un truc teubé, tu vois. Mais en vrai, pourquoi je te dis ça? Parce que dans ce truc où j'ai pris le rap après comme une passion, et de l'autre côté, je me suis dit, bon, tu vas jamais faire de l'argent avec le rap, donc va vite te débrouiller, va vite trouver une autre économie, va vite commencer à faire marcher ton cerveau. Donc, la drogue, c'est l'argent accessible, c'est pas l'argent facile. Parce que c'est pas. C'est vrai que tout le monde aime dire facile, mais c'est pas facile. C'est accessible. C'est l'argent, t'as pas besoin de faire d'entretien, on va dire. En vrai, donc, du coup, je fais de la musique, mais je fais de la musique
avec la même veine que Johnny M. J'essaye de plaire à personne parce que tout le monde s'en fout de moi. Et ça commence à marcher. Je rencontre un mec qui s'appelle Shakib qui sort un site qui s'appelle Haute Culture. Ouais. Il me propose de l'argent pour un projet à moi et moi j'avais des morceaux stockés donc je lui donne et tout. Et ça me permet de me faire connaître en fait avec ça. Okay. Et les gens ils disent ah ouais il est chaud lui et truc et ça repart. D'un coup, ça commence à repartir. Et là, je sors la légende de Johnny M qui marche bien. Ouais. Et du coup, Nick le Casino qui est mon premier succès commercial derrière. Et tu te rends compte que à partir du moment où tu le fais sans calculer, c'est là que ça prend vrai. Ouais, je le fais sans calculer. Je le fais avec un vrai amour parce que j'en ai plus besoin. Ouais. C'est ça qui est fou en fait. Ouais. Et en même temps, là, je suis en train d'y réfléchir en parlant avec toi. Mais ça veut dire que quelque part aussi, je suis à ma bonne place parce que j'ai pas su faire le choix. Tu sais, des fois, t'entends des gens qui ont réussi, qui disent ouais, mais attention, mes choix, ils étaient difficiles, les trucs et non. Ouais. Moi, j'ai été confronté à ces choix difficiles et j'ai pris les choix de la facilité. Tu vois, peut-être que sans rien regretter ou quoi, mais juste en analysant, peut-être que j'aurais pu être plus violent avec moi à des époques. Ok, tu parles du premier album, certaines directions artistiques, ne pas y aller. Album, sur la rigueur, sur des trucs, tu vois. Des fois, le non, c'est dur à dire non, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est pas évident. T'es jeune, il y a des gens qui sont plus âgés que toi. Et qui sont censés t'aider, t'aiguiller, tout ça, c'est normal de suivre aussi ces personnes-là. Moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est que je me dis, ils ont plus d'expérience que moi, vas-y, je vais les écouter. Et je pense que c'est en découvrant ce qui n'a pas marché que tu commences à prendre toi de l'expérience et te dire, ok, la prochaine fois, je ferai pas comme ci, je ferai pas comme ça. Bien sûr. Donc, et attention, je remets pas du tout la faute sur Amadoun. Mais regarde, tu vas même le comprendre. C'est-à-dire que quand je recommence après le truc de haute culture et tout, moi, je suis toujours en connexion avec Amadoun. Tu vois, il est toujours là et tout. Et donc, l'aventure musicale commence à repartir. Donc là, à ce moment-là, je redeviens légitime pour Warner pour réenclencher un truc et tout. Et ils viennent, tu sais, en mode, voilà, on va reprendre et tout. Et moi, il y a vraiment pas de souci, tu vois, parce que j'ai vu comment ils sont comportés quand ça s'est bien passé. Et malgré tout, comme je suis confronté au business depuis que je suis petit, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce métronome business en tête, voyant mes parents travailler, être entrepreneur et trucs, etc. Je comprends que des fois, pour qu'un navire reste à flot, on peut pas satisfaire tout le monde et on te vire, tu vois. Bien sûr. Donc j'ai rien mal pris. Ok. Et ni t'es pas rentré en dépression, t'es pas dit c'est fini. Rien, ni rancunier, ni rien du tout. Franchement, j'étais pas du tout dans ça. Et la preuve, quand on repart sur la légende de Johnny M, même si à ce moment-là, je te dis, j'arrive à faire de l'argent, mon train de vie a changé, je reprends Amadoun en producteur. Et Johnny M, il sort chez qui? Il sort chez Rex 118. Ouais, donc c'est ça. Rex 118, c'est Warner. Ah non, je suis un ouf. Amadoun, en attendant, il trouve un deal justement alternatif avec Julien, qu'on appelle l'aveugle dans le milieu. Ouais, chez Musicast, c'était à l'époque. J'ai oublié son nom de famille, j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais j'ai oublié aussi. Ouais. Mais on l'identifie. Et Julien de Musicast. On lui fait une grosse dédicace. Voilà. Et à l'époque, Julien de Musicast nous signe pour la légende de Johnny M. Voilà. Parce que, moi, je te dis ça parce que, ils t'ont rendu ton contrat, mais William t'a dit, dès que je peux retravailler avec vous, je le fais. Et il prenait les nouvelles, il gardait des trucs. Ok. Et surtout, des années plus tard, Amadoun, il m'a montré un mail de William qu'il avait envoyé à sa direction. C'était un long mail où, justement, il nous défendait, trucs, etc. Et il a toujours été très bien avec nous, Monsieur Eda. Très bien. Et Nick le Casino, du coup, l'album qui arrive, qui est officiellement ton deuxième album, qui sera un succès, il sort chez Rex 118. Chez Rex 118. Voilà. Et là, vraiment... Rex 118, c'est un label de Warner. Ouais. Est-ce que c'est lié avec cette promesse que William avait faite? Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il faut raconter. Oui, bien sûr. C'est tout à fait lié parce qu'en attendant, William, il devient patron donc de chez Rex 118 et je fais partie des premières signatures qui signent chez Rex 118. C'est important de dire qu'il a tenu sa promesse. C'est très, très important parce que c'est très juste ce que tu viens de faire parce que les gens, ils aiment bien se plaindre. Tu vois, ils aiment bien faire des enquêtes pour chercher la merde, mais quand ils la trouvent pas, ils disent pas non, on n'a rien trouvé, et voilà, cette personne là est clean. Donc c'est pas la vérité ou la justice qui cherche, c'est juste la merde. Et on n'est pas des fouilles merde, donc c'est vrai que sur ce truc-là, merci beaucoup à William Edor d'avoir tenu sa promesse et d'avoir engagé sa parole, surtout dès le départ. Et là où il a été très fort vis-à-vis de Warner, c'est que ça a marché. Ça a marché, ouais. Ça a marché et surtout j'incarnais comme ils disaient eux, un personnage, mais moi j'étais vraiment comme ça. Où j'en avais plus rien à foutre de rien. Pourquoi je fais Nick le Casino? Parce que j'organise des tables de poker dans un truc clandestin où des fois il peut m'arriver de prendre 30 ou 40 000 € la soirée. Tu vois? Incroyable. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que le rap, c'est ma passion. C'est-à-dire que j'ai jamais fait le rap pour l'argent. T'as besoin de retourner au studio même si tu te fais des liasses et des liasses. Ah oui, non, mais le rap, c'est mon plaisir. C'est comme les mecs qui font du javelot. Tu vois, c'est ce sketch d'Alban Ivanov sur le javeliste. Je sais même pas comment on dit ça.
Mais vraiment, imagine un mec qui kiffe le javelot, mais en même temps qui est millénaire, multimillénaire. Ouais. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. On n'avait pas de ressources de YouTube, des trucs de main. Il y avait deux alternatives. C'était le SMIC, ou si t'arrives à passer les 5-6 000 euros, trucs de revenus dans le mois, c'était incroyable. C'est clair. Et là, j'étais dans vraiment d'autres sphères. Donc, quand je fais Nick le Casino, c'est vraiment parce que je suis dans cette période-là, que, en même temps, je suis dans les casinos, les cercles parisiens. Je vais souvent dans des casinos, mais Vegas, l'Europe, trucs. Non, c'est... Mais à ce moment-là, donc, succès de Nick le Casino, je me rappelle Andale, le single, il prend de fou, avec Gradure et tout. Est-ce que le succès de cet album-là, au bout d'un an, quand t'es vraiment payé, est-ce qu'il te rapporte pas plus que ce que tu fais dehors dans la rue? Mais bien sûr. À ce moment-là, t'as pas envie d'arrêter ce que tu fais? Ah non, mais j'ai fait la transition entre Nick le Casino et Vulgaire Violent Ravi d'être là. Ok. Et en fait, il faut savoir aussi juste avant Nick le Casino, j'ai fait le film avec Depardieu. Ouais, on allait en parler, mais c'est... Et il faut surtout comprendre un truc, parce que moi, je me suis jamais menti à moi-même. Je fais pas les choses par nécessité, quand je suis dehors et tout. Je les fais vraiment par envie. Ok. Ouais. Quand tu t'en vas vendre des stupéfiants, ouais, c'est une manière de... T'as envie. Ouais. Okay. C'est une manière de kiffer. On a grandi avec aussi cette espèce de gangsta culture ridicule où on accorde beaucoup de coolness à ça. Ouais. Et j'étais complètement assujetti. C'est la première fois que j'entends quelqu'un le dire comme ça, clairement. Ah, moi, c'est vrai. Mais moi, ça a été beaucoup le T'as kiffé? J'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé et je suis content après d'avoir connu une descente aux enfers, de trucs, etc. Tu vois, nous, dans notre spiritualité, on croit que ce qu'on paye ici, on le paye pas dans l'au-delà. Ouais. Et je pense que c'était un juste retour de bâton. Je pense que vraiment, ce qui a pu m'arriver en mal derrière et tout, c'était mérité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de rue, de trucs, etc. Mais ils ont pas le retour du karma parce qu'ils ont jamais rien fait, en fait. Bah ouais, c'est clair. C'est clair que moi, je suis devenu un schlag fini. J'ai vraiment eu une descente aux enfers finie, mais parce que justement, j'ai fait énormément de mal et j'en ai profité. Tu peux parler de cette période-là? Bien sûr, mais c'est mal bien acquis, profite jamais. C'est-à-dire que après avoir fait Nick le Casino, après avoir fait Vulgaire Violent Ravi d'être là, là, j'ai beaucoup d'argent qui vient de partout. C'est-à-dire que j'avais l'argent du cinéma, l'argent de la musique. J'avais aussi un bon petit pactole de ce qui me venait d'avant, de mes conneries que j'ai pu faire, etc. Ouais. Et en même temps, je me transforme un petit peu en affairiste. C'est-à-dire que tout ce qui va me passer sous la main, tu vois, s'il y a une petite plus-value à faire sur une montre, un truc, une connerie. Tu fais. Ouais, je fais. Je fais et je fais bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, le truc qui est con avec la drogue, c'est que quand tu comprends les mathématiques de la drogue, tu peux les appliquer sur tout. Tu vois. Deux choses, par exemple, qui différencient un grossiste d'un détaillant, c'est qu'un détaillant, il va prendre une grosse marge sur de la petite quantité, alors qu'un grossiste, il va prendre des petites marges, mais sur d'énormes volumes. Bien sûr. Et j'applique ce truc-là, par exemple, je vais te dire une connerie, si je vais toucher une Rolex rare et truc, je vais rajouter 1000 euros de marge dessus, et sur des montres qui vont faire, je vais te dire, 200 ou 200, si j'arrive à la baisser à 180, je peux rajouter 20 dessus. Ok. Parce que le mec, il la trouvera à 250. Ça reste du mathématique, mais du coup, les marges, elles sont énormes. Et ça marche. Et donc, après ça, je te dis, en 2018, quand je suis dans Johnny de Janeiro et tout, si j'en avais rien à foutre à Nick le Casino, là, j'en ai ultra rien à foutre, c'est pire que tout. Je suis vraiment arrivé dans ma forme finale, c'est-à-dire que je vis dans le 18e arrondissement, dans 180 mètres carrés, avec mes copains H24, tu vois ce que je veux dire, et c'est la fête H24. Ok. C'est entre studio, ça et trucs. Je fais des allers-retours entre le Brésil, la France, les pays d'Amérique latine, beaucoup, mais Brésil, France, Thaïlande, New York, je fais vraiment tous les mois, tous les 2 mois à l'étranger. Ok. Et je bois énormément d'alcool. Et donc, période dégueulasse de ouf. Si les gens ils veulent voir à quoi ça ressemble en image, c'est l'époque où on fait 9-3 Empire, où je ressemble plus à rien physiquement. C'est-à-dire que quand Gazo il dit ça me fait du bien mentalement, mais je me détruis physiquement, j'étais vraiment dans ça de ouf. Comment tu te sors de tout ça? En vrai, j'ai un reality check de ouf, c'est que c'est la période où je rencontre ma femme. Ok. Et elle qui a rien à voir avec du tout le monde de la musique, le truc, etc. Et moi, ayant été tellement frustré toute ma vie par la jante féminine, le truc, etc. Et en même temps, j'ai un truc avec un des personnages de The Big Bang Theory, c'est-à-dire que j'étais incapable de parler avec une femme si j'ai pas bu de l'alcool. Okay. Et je pense que ça vient des traumatismes de l'enfance, où tu sais, dans l'obésité, dans le truc, etc. Il y a 2 trucs. Soit t'es décomplexé, et dans ce cas-là, même les femmes, elles passent outre, tu vois ce que je veux dire. Soit t'es complexé, et moi j'étais complexé avec les femmes, pas avec les mecs. Tu vois, du coup, tu peux me gazer, tu peux me truc, mais ouais, je me disais, mais tu sais, on n'est pas attirant, tu vois ce que je veux dire. C'est limite dans un truc un peu malsain de, je vais venir te parler, je viens de saouler, tu vois. Et donc j'arrivais pas, impossible. Et malheureusement, les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, elles ont toujours été là par rapport à ma notoriété, ou par rapport au fait que je puisse avoir de l'argent, ou par rapport à ci ou ça. Donc mon rapport au couple, il était complètement biaisé. Tu vois ce que je veux dire. Soit t'es complexé, et dans ce cas-là, même les femmes, elles passent outre, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Et rencontrer cette femme, c'est-à-dire qui vient d'un certain statut, qui n'a clairement pas besoin de moi, qui a une vie épanouie et tout. Et qui sait même pas qui t'es, elle est pas dans la musique, quoi. Elle s'en fout, ouais. Mais pour le coup, vraiment, tu vois. Ma femme, elle fait du saut d'obstacle international, c'est-à-dire elle est cavalière. Ok. Et c'est un autre monde complètement, tu vois. Ouais. Et on se rencontre dans un casino. Tu vois. Donc c'est. Le fameux casino. Ouais, rien à voir, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que c'est fou. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne mettez pas trop de standards d'idéalisation de la relation, parce que ça veut rien dire, tu vois. Ouais. Nous, on était deux âmes solitaires, on s'est rencontrés, et aujourd'hui, on est encore mariés. On a 5 ans de mariage religieux sans un mariage civil, tu vois. On est en train de faire le mariage civil là, on a un enfant, et tout se passe bien. Cool. Et en vrai, moi, il y a un truc aussi où je suis quelqu'un d'entier. C'est-à-dire que par contre, quand je me dis que je vais me marier avec cette femme, et que je vais avoir une vie de famille, etc., je sais maintenant qu'il faut que je chasse tout ça. Et ça a pris énormément de temps. Ok, c'est ça que j'allais te demander. Ouais. C'est au fur et à mesure. Ouais, c'est au fur et à mesure. J'ai essayé de faire des chasses radicales et trucs. Ça a jamais marché. Je me suis rendu compte que c'est étape par étape, petit à petit. Bien sûr. Le seul truc radical que j'ai fait, c'est, tu vois, sur l'année où j'ai disparu là dernièrement, où je me suis dit, bon, là, soit c'est moi qui les élimine, soit c'est eux qui m'éliminent. Parlant des addictions, des trucs. J'ai été hospitalisé en Espagne. Et quand je suis sorti de cette hospitalisation, je me suis enfermé dans une chambre pendant 21 jours. Où je voulais voir personne, je voulais des trucs. Et 21 jours... Pourquoi 21 ? Parce que de ce que j'avais compris, c'était la durée pour que le corps comprenne qu'il est en sevrage. Ok. Ouais. Et donc j'avais besoin d'amorcer un vrai sevrage sur moi, sur la cigarette, bédo, alcool, laisse ça de côté. Et tu vivais tout seul pendant 21 jours ? En fait, non, je vivais pas tout seul, mais... C'est juste que tu voulais pas voir d'autres gens. Ouais, non, par contre, personne de l'extérieur. Et voilà, c'était limite comme si je m'étais mis moi-même au mitard, et ma femme qui vient, me pose à manger, pas de téléphone, pas de trucs, j'avais des livres, des trucs, etc. Et je voulais rien, pas de communication, pas de trucs sur... Ça a marché, ça t'a fait du bien ? Ça m'a fait du bien, parce qu'en vrai de vrai, ça m'a prouvé que c'est super violent, en fait, le sevrage. Et du coup, aujourd'hui, ça y est, je pense que j'ai mis ça de côté. Mais je pense parce que je suis toujours dans le combat, j'ai pas baissé ma garde. Tu vois, je me dis pas, ah tiens, on peut reboire un petit verre, ou un petit bédo, ah tiens, tu vois. Je fais doucement vraiment par rapport à ça. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière du coup sur le film avec Depardieu. Comment ça t'est tombé dessus? Et nous raconter un peu la rencontre avec Monsieur Gérard. Bah, avant la rencontre avec Gérard Depardieu, c'est la rencontre avec Clément d'Animalson, que je rencontre au Gibus, qui était une grosse boîte de nuit où Snake venait mixer à l'époque. Oumar, DJ Oumar, leur dit ça. Tous les gros DJ hip-hop ils sont tous passés au Gibus. Bien sûr. Avec Julien Big Jourville. Le patron emblématique de cette boîte de nuit. Qui a perdu beaucoup de poids. Ouais. On le salue. Et donc, un soir après le Gibus, je me retrouve à faire un clash, encore une fois, pour pas changer. Juste dehors, ça fait beaucoup de bruit. Il y a Clément d'Animalson qui est avec moi. Moi, je sais qui c'est, compositeur légendaire de Lunatic, de La Fouine, de trucs, etc. Et donc, on connecte. Juste avant que tu continues, à ce moment-là, t'as déjà sorti des albums? Non. Ah, rien du tout? Non, j'ai 16 ou 17 ans, ouais. Non, j'ai rien sorti ce encore. que j'allais dire, mais même après tes albums, tu clashes encore des gens. Non. Donc, tout est normal, alors. Ouais. Donc, j'ai 16 ou 17 ans, et je rencontre Clément d'Animalson. On devient amis, même si on a une grosse différence d'âge, on commence à traîner ensemble, et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et un jour, je suis dans Paris en scooter et truc, et Clément, il m'appelle, il me dit, et Clément, tu sais jamais s'il dit la vérité ou s'il blague, il dit beaucoup comme ça, tu vois. Je confirme. Et donc, il me dit, le jeune, casting dans 2 heures, ça te botte pour un film super. Et à l'époque, ça devait être Vincent Lindon qui devait faire le premier rôle et tout. Et moi, à la blague, je dis, bien sûr. Bah, vas-y. Je dis, bon, blague à part, t'es où et tout, j'arrive, je viens de finir ce que j'ai à faire et tout. Il me dit, non, par contre, je te parle super sérieusement. Tiens, rendez-vous à tel endroit dans le 3e. Donc, j'y vais. Et je fais toutes les étapes de casting. À chaque fois que Clément, il m'appelle, parce que voilà, il m'appelle, j'y vais. Mais je m'attends à rien, quoi. Pour moi, à un moment, ça va s'arrêter. Mais en même temps, j'ai pas envie que ça s'arrête si moi, j'y suis pas allé. T'as capté? Donc, tu dois aller au bout du truc. Exactement. Donc, je rencontre le réalisateur du film, Rachid Jaidani, avec qui on s'entend très bien. Il me fait comprendre que ça va être moi le rôle. Après, il y a des contrats qui commencent à arriver, des trucs. Je me dis, c'est sérieux. Et une semaine avant le tournage du film, truc de fou, c'est plus Vincent Lindon, c'est Gérard Depardieu. Incroyable. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ils cherchaient un rappeur, donc ils ont casté énormément de rappeurs. Et je crois que j'étais celui qui leur correspondait le plus. Voilà. Ta rencontre avec Gérard Depardieu? C'était ouf, C'était ouf. On s'est vu dans une caravane de tournage. Où Rachid, il me dit, tiens, viens, je vais te présenter Gérard. Vas-y, je viens. Mais je suis impressionné quand même. Et là, je rentre, et il est en train de parler avec un pote à lui, et là, il se retourne, et il dit pas un mot, il me regarde dans les yeux, mais vraiment, tu sais, pendant 1 minute, mais une bonne minute intense. Et moi, je lâche pas le regard, je le regarde vraiment dans le fond des yeux. Et là, il regarde le réalisateur et il dit, c'est bien, il est bon, le jeune. Bien, t'es bien, toi. Très bien. Et il reste comme ça sur c'est bien.
Mais c'est un truc c'est la première fois que tu joues. Ouais. Gérard Depardieu, grande référence du cinéma français. Il est en train de dire que c'est bon, t'es prêt. Ouais. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis pas, bon, c'est bon, je suis acteur maintenant. Depardieu m'a validé, maintenant je veux faire ça doit devenir ma carrière. Non, pas du tout. Franchement. Parce que moi, j'aurais pensé ça. Ah ouais? Depardieu me dit, il est bon, moi j'arrête tous les mecs. Non, moi, tout me paraissait surréaliste et en même temps, j'étais vraiment dans un truc où, si tu veux, peut-être 2 ans ou 3 ans avant ça, j'attendais tellement plus rien de la vie. Ouais. Que j'ai l'impression que tout était en roue libre, tout était normal, tout était logique, c'est-à-dire que je calculais pas, tu vois, j'étais pas dans un truc non plus dans, tu vois, par exemple, j'avais pas ces chocs de, oh putain, c'est Gérard Depardieu ou truc ou quoi. Ouais. Tu vois, moi, j'étais en branlette avec lui, tu vois, en rigolade. Alors, on va manger. On va à un nouvel hôtel aujourd'hui, on passe par la cuisine. Je te suis, champion. Il arrivait dans les cuisines. Il a dû apprécier ça, en fait. Il arrivait dans les cuisines, une fois, il y avait des faisans, il prend directement cuisse de faisan, il tape dedans. On vivait comme de Montmirail, tu vois. On ripaillait. Ce mec est incroyable. Ok. Et après, même, il y a un truc que j'aimerais bien dire, moi. Ouais. Voilà, qui est important. Parce que, comme dans ce truc de fouille merde, là, aujourd'hui, je vois qu'il est accusé d'agression sexuelle, de trucs, etc. Et on est dans une société où être accusé, c'est même plus violent parfois qu'être coupable. Exactement. Parce que tu te dis, au moins, si je suis coupable, bah voilà, j'en prends pas la gueule, mais je l'ai fait, donc c'est bien fait. Ouais. Et je peux pas témoigner au nom de ces femmes ou réduire la parole des victimes, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire, personne n'était là. Mais moi, j'ai vu aussi des scènes devant moi de Depardieu, où c'est des femmes qui se jettent sur lui et qui sont dégueulasses. On peut le dire, ça aussi. J'ai vu des femmes venir, et des très très jolies femmes, venir, commencer à le caresser, à lui toucher la bite, tu vois ce que je veux dire. Lui, s'il vous plaît, madame, quand même, tu vois ce que je veux dire. J'ai vu aussi ça de mes yeux. Et si on peut aussi le dire, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces femmes-là. Bien sûr. Mais dire que ces scènes-là existent aussi. À aucun moment, je veux réduire leurs paroles, ou chacun a son expérience. J'ai pas vu, donc je suis personne pour dire ça. Mais moi, j'ai vu de mes yeux des femmes venir, lui toucher la bite, lui faire des avances, lui proposer de le séus pendant des heures après les tournages, les trucs, et ça, c'est pas une fois. Je l'ai dû le voir au moins 10 fois dans je sais pas combien de villes de France, parce qu'on a fait tout le tour de France ensemble pendant 90 jours. La promotion. Ouais. Et même à Cannes, je peux te dire que tout ce que tu vois de cinéma, ça se jette sur lui. Elle se jette sur lui. C'est des émeutes, frère. Et je sais pas combien de meufs, c'est mon fantasme ultime, j'entendais parler. Moi, j'avais 18, j'avais quel âge à l'époque? Je suis un ouf, moi j'avais 24-25 ans, mais j'entendais parler et je voyais quand même. Et faut arrêter d'enlever aussi aux femmes qu'elles ont un appétit sexuel. Alors après, elles font ce qu'elles veulent de leur corps et elles se dévoilent avec qui elles veulent. Mais dans les règles. Mais n'oublions pas aussi que dans un truc de chimie, il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des comportements outranciers. Bien sûr. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur l'album Vulgaire Violent. C'est dans ce sens-là, Vulgaire Violent et ravi d'être là. Oui. Déjà, la pochette, moi, je t'avais déjà dit à l'époque, pour moi, c'est la meilleure pochette de l'histoire du rap français. Cette pochette est incroyable. Et je trouve que là, t'es sur une lancée. Déjà, il sort 1 an après l'album précédent. Et je trouve que t'es sur une lancée où, il y a la musique qu'il faut aussi pour faire des hits, avoir le succès et tout ça. Je trouve qu'il y a un truc qui naît. Et je trouve que les autres médias mettent pas souvent ça en avant, mais je trouve que toi, avec Nino, ça fonctionne de ouf. Ah, de ouf. Tu peux me raconter un peu vos séances studio ensemble? Parce que je trouve vraiment qu'il y a un truc spécial quand vous deux, vous êtes sur le même morceau. Bah, franchement, l'un des regrets que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est de pas avoir le statut pour pouvoir faire un album commun avec lui. Parce que ça aurait été... Nino, même si c'est mon frère et c'est mon ami et trucs, tu vois, moi j'ai jamais été dans la perturbation de ce qu'il est ou de profiter de trucs. Nino, on a une relation très particulière. Nino, je lui ai accordé le premier feat de sa vie quand il avait 13 ans. Je crois que c'est l'un des premiers morceaux même qui sort de sa carrière. Et j'ai toujours été extrêmement bienveillant et très content de ce qui lui arrive, tu vois. Donc quand on est en studio, déjà comme on se connaît très bien, on connaît les skills. Nous, si tu veux, on prend l'instru d'un côté, et ce que nous, on pourrait faire dessus, c'est-à-dire, il n'y a pas ta partie et ma partie. Vois, ah tiens, change ça mon rêve, tiens, fais ci, ah tiens, tel moment, il y a vraiment cette communication, et ça, par contre, il n'y a pas ce truc de statut dedans, on s'en fout. Là, par exemple, en 4 heures de temps, on a fait 2 morceaux très récemment, là, un pour mon prochain projet ouvert tout l'été, et un pour le projet d'après, parce que les deux sont très bien, en fait. Et ça marche super bien entre nous, parce qu'on se connaît vraiment. On est resté plus de 2 ans ensemble sur cette période Saint-Maur où il était dans les Banks to Banks et moi j'étais un peu dans Nino ne meurt jamais et trucs. Et lui, Nino, il a été témoin de ce que je te dis quand je te dis ma vie de dehors, de trucs, de main. Il a vu. Les parties de poker, les trucs, il a vu tout ça. Et lui, c'est pour ça que des fois il me regarde comme ça, il me dit, ah, t'es une galère, Johnny, t'es une galère. Je vois.
Et toujours dans la lancée, je crois que c'est un an après aussi, quelque chose comme ça, Johnny de Janeiro, où on a encore une pochette incroyable. mais là, j'ai l'impression que les gens l'acceptent pas, cet album, ou l'acceptent moins. C'est un album influencé par le baile funk, le Brésil, tout ça, qui correspond à ce que tu nous as dit juste avant, tes voyages, tu voyageais beaucoup au Brésil et tout. T'es tombé amoureux des musiques brésiliennes et t'as eu envie de faire? Totalement amoureux. En fait, c'est arrivé un jour où je fais le réveillon à Copacabana. Je crois que c'est le réveillon de 2017 et je pète un câble. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est là, et je découvre cette musique, le baile funk, où vraiment dans le rap, à ce moment-là, je m'ennuie de ouf. Je m'ennuie. On n'a pas encore ni Jersey, ni drill, ni hyper pop, ni tu vois tout. Tous les petits courants sympas qui peuvent arriver maintenant et qui enrichissent notre mouvement. Bien sûr. Là, on est dans deux trucs. Bomba pour trap. Et la Zumba, tu vois, qui est, que moi, maintenant, je préfère appeler le type Joule, ou le Joule type beat. Ouais, ça y est, c'est que ça, maintenant. Ouais. Rendons à César ce qui appartient à César. Et j'y trouve pas mon compte. Donc, quand je découvre la funk brésilienne, je me dis, mais c'est incroyable, ça. Et c'est ça que tu veux faire. Ouais, il y a un problème aussi que moi j'ai, c'est que quand il m'arrive un truc, j'ai l'impression que ça arrive au monde entier en même temps. Ouais. Alors qu'en vérité, vous êtes trois à kiffer le truc. C'est toi, t'as kiffé la funk brésilienne. Les autres, ils ont rien capté à ça. Et non, et je pense surtout qu'il y a un trop gros décalage entre l'album d'avant et celui-là. L'annoncer comme un album, c'est une erreur. L'annoncer comme un EP ou peut-être le réduire sur un truc anecdotique, mais en même temps, ça, c'est des skills marketing que j'ai aujourd'hui grâce à ces erreurs-là. Mais en vrai, non, je regrette rien dessus. Mais je comprends tout à fait que ça marche pas. Mais quand toi, tu ramènes le projet à Rec 118, tu dis, voilà, moi, je veux faire ça, ils te disent quoi? T'es sûr? Et ce qui est très violent en même temps, c'est que je lance Bep Bep. Et Bep Bep, c'est un single de tout. Bep Bep, c'est, je crois, mon morceau qui a le mieux marché de ma carrière. Ah ouais? Ah ouais. Il est presque diamant là où il est diamant. C'est ouf, ça. Ouais. Et c'est un morceau solo. Et c'est un morceau baile funk. Mais il était dans le bon quota, tu vois, par rapport à ça avant. Et avant ça, j'avais fait La Vache sur Vulgaire Violent Ravi d'être là sans avoir identifié, tu vois. J'aimais bien le truc, mais je savais pas encore que c'était ça, le baile funk. Ok. Mais tout un album, en vérité, les gens se sont dit, non. Ouais, tout un album, c'était pas... Il va trop loin. Et puis, surtout, en plus, à ce moment-là, je me rappelle aussi que l'album est pas bon pour des trucs tout bêtes. Il y a des couplets même que je finis pas, je m'en bats les couilles. Ah ouais? Ouais. Je suis vraiment dans un truc où je vais pas du tout dans le travail. Les mix, ils sont affreux. Tu vois. Pourquoi ils sont affreux, les mix? Parce que on doit rendre dans combien de temps? Une semaine? Tu peux tout mixer? Ah ouais. Ça veut dire, toi, t'as pas fini tes couplets. Ouais. T'envoies au mix. Ouais. Et Amadoun, je me rappelle qu'il y avait un espèce de petit refus de travailler sur cet album parce que lui, ça lui parlait pas du tout. Tu vois. Et par contre, c'est ça qui est bien avec Amadoun, c'est qu'il a toujours été sincère à fond. C'est-à-dire qu'il me suit, et, tu vois. Autant sur... ce qui est bien, c'est qu'on a fait un partout sur celui-là. Autant les frontières du réel, il l'assume, c'est son échec et truc. Autant Johnny de Janeiro, il m'a dit ça c'est toi. Ça, c'est toi. Que ça marche ou ça, truc, rien à voir à faire avec ça. Mais il y avait des trucs cool quand même. Je pense que si je l'avais synthétisé, tu vois, il y a le morceau avec MHD que j'aime bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le morceau avec Bin Laden, j'aurais pu tellement mieux le faire, tu vois. En plus, c'est quelqu'un, lui, là-bas. Hein. C'est un truc de ouf, frère. De ouf. Bin Laden, c'est un truc de ouf. Et il est venu en France. Ah, vous l'avez enregistré en France? Et même, un truc où, t'as vu, je sais pas, là, je sais qu'on est dans un public de connaisseurs. Les gars, donnez-moi mon putain de crédit, en fait. J'ai ramené Leandro Firmino à Paris. Mais non. Bah si, j'ai ramené Zepequeño et j'ai fait jouer Zepequeño dans le morceau Zepec. À Paris? Ouais, Leandro Firmino, il est venu. Là où tout le monde allait le voir chez lui. Il est venu à Paris. Leandro Firmino, avec femme et enfant, je l'ai ramené à la release party de Johnny de Janeiro, mais à l'époque, j'étais tellement schlag que je communiquais pas dessus. Bah non. Ouais, j'ai ramené Leandro Firmino, Zepec. Pas Zepec, ton pote du 9-4. Pas Zepec, 7-8. Zepequeño. Voilà. Qui a dit que l'appart était à toi, enfoiré? Raconte-moi. Il n'y a plus des Dadinho, c'est Zepequeño maintenant. Une crapule, je sais pas s'il a pas battu toutes les crapules des films. C'est la plus grosse crapule du monde. Il a battu tout le monde. Lui. Pourquoi j'ai pas buté cet enfoiré? Avec une coupe afro incroyable. Manu Lecoq, sors de chez toi, vieille pédale. Incroyable. Là, tu m'as donné envie de revoir le film. Mon film préféré, La Cité des Dieux. Oh, j'imagine. Donc, du coup, ouais, j'aimerais qu'on parle aussi d'un épisode que j'ai pas compris, mais tu es là pour m'expliquer. C'est l'épisode Leto. Ouais. Leto, c'est quelqu'un avec qui tu as collaboré plusieurs fois. C'est-à-dire aussi bien sur ses projets que sur les tiens. Et après, je vois une vidéo où tu l'insultes ou je sais pas quoi. Mais je cherche... Il y avait une vidéo manquante, en fait. J'ai jamais compris pourquoi, en fait. La raison officielle, c'est...
truc de teubé ou quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on sort un morceau avec lui et que je vois qu'il le partage pas et trucs, etc. Et tu vois, j'essaie de le relancer pour des trucs par rapport à ça de business, en fait. Et connaissant Leto, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas ultra connecté à son téléphone, qui subit aussi beaucoup son emploi du temps et trucs, etc. En vrai, c'était archi malvenu. Tu vois ce que je veux dire? C'était archi malvenu. J'ai eu un coup de sang, sur un moment et surtout à ce moment-là, tu vois, j'étais dans une période de craquage ridicule et odieuse où tu vois pour un rien ou pour un truc à fleur de peau, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je me rends compte vraiment qu'avec du recul, plus jeune, je pensais que l'impulsivité ça faisait partie de la spontanéité ou truc quoi, et en fait c'est une grosse faiblesse. La vraie force c'est le contrôle des émotions et le contrôle de soi, de caractère et de pas prendre les choses à chaud. Mais c'était pendant ta période de sevrage? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était bien la période de sevrage, elle intervient bien après. Ok. Tout est rentré dans l'ordre, vous vous êtes parlé et tout? On n'a pas encore parlé ou quoi, mais on sera amené à se croiser, à se voir et voilà. Très bien. Ça nous amène à parler des influenceurs où tu as été le premier rappeur en vrai à alerter sur certains influenceurs qui volaient ou induisaient les gens en erreur et tout. Et on t'a pris pour un fou. Ah, complètement. On t'a pris pour un fou. Au final, Booba a repris le flambeau et il est en héros. Je vois même, je sais plus si c'est à l'Assemblée ou je sais pas quoi, il y a des ministres qui l'ont cité, tout ça, ça va super loin cette histoire. Et toi, comment tu le vis ça? Moi, je le vis très bien. Le fait qu'on t'ait pris pour un fou alors que au final, t'avais raison. Non, ça c'est l'histoire de toute ma vie, donc c'est pas comme si voilà, je suis habitué à ça. Je comprends aussi leur hypocrisie parce que je suis allé loin moi dans mes propos. Tu vois, quand je pars en guerre, j'y vais pour de vrai. J'ai vu les et vidéos. même sur Booba, quelque chose que j'enlève pas. On le sait pourquoi il est rentré dans ce clash. Il est rentré dans ce clash parce que Monsieur Blatta a montré qu'il portait des fausses montres. C'est pas par charité chrétienne, c'est pas par. Mais ça, je m'en fous à la limite. Le résultat. S'il y a vraiment eu un résultat, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'au final, si on peut avoir une influence positive pour éviter ces dérives-là, parce qu'au final, ceux qui sont en cible, c'est vraiment le peuple et les plus faibles d'esprit d'entre nous. Parce qu'il faut être faible d'esprit pour croire que on se comprend. Mais bon, on a encore le droit de dire faible d'esprit ou dans ce milieu réconfortant Bien sûr, on est dans le featuring, on dit tout. Ok. Non, je sais pas, j'ai peur maintenant. Comme on dit dans le pain, tu as brisé mon cœur. You broke my heart. Moi, quand je ne citerai pas son nom parce que jusqu'à maintenant, j'ai du mal à accepter ça. Mais quand tu as dit que certaines personnes mangeaient des excréments, non, j'ai failli quitter la boîte. Mais tu as brisé mon cœur. C'est même pas cette personne à proprement dit. Hein. C'est-à-dire que c'est des pratiques que je dénonce. Et au bout d'un moment, en fait, tu vois, faire croire aux gens, les pauvres, tu sais, qu'ils ont rien compris à la vie et trucs, etc., et qu'il y a d'autres moyens, et que vous êtes bien meilleur que tout le monde, les trucs. Non, dis voilà, moi je suis multimillionnaire aujourd'hui parce que j'ai mangé du caca. Mais tu sais très bien qu'ils diront jamais. Il y a des gens qui s'entraînent très dur du matin au soir pour être footballeur professionnel et trucs, ça représente une grosse difficulté. Après, dans l'échelle des difficultés, tu la mets où entre manger des excréments d'humains? Je suis en train de mourir. Demain, s'il y a une attaque zombie, il y en a bien dans certains d'entre nous qui deviendront cannibales. Peut-être pas la majorité, mais voilà. Qu'est-ce que t'es prêt à faire? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Où sont tes curseurs? Ça n'est qu'un train de métier ici. Tu vois, j'ai cette réaction encore une fois, alors que ça fait pourtant longtemps que t'as fait ces vidéos-là. Mais tout revient. Je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Bref, je vais changer de sujet. Vous inquiétez pas, vous pouvez rester entre scato. Moi, je reste dans ma musique. Régalez-vous, c'est open bar. C'est open bar. Open cake. Oh mon Dieu. Il a dit open cake. Bref. Oh, j'ai les larmes aux yeux, tout, c'est trop. Il y a toute cette période donc qui suit tous ces trucs de influenceurs, Booba et tout ça, machin. Et les gens se posent la question, savoir si t'es devenu fou ou pas. Là, carrément, la question se pose. Ouais, de ouf. Voilà. Sauf qu'au final, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont démasqués dans les influenceurs et tout, et donc que t'étais pas fou. Mais tu disparais. Ouais. Longtemps après, une photo qui est postée de toi où tu as l'air fou. Ouais. Complètement fou. Et là, tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et en gros, c'est une photo qui sort de nulle part où en gros, on te monte du doigt en disant regardez ce qu'il est devenu. Et je vois tous les réseaux sociaux qui s'enflamment. Au final, tu sortais un nouveau single
qu'elle a annoncé un nouvel album. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous aviez maîtrisé. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais ton ressenti quand t'as vu que t'avais raison, parce que j'imagine que tu t'attendais à cette réaction-là du public. En fait, tu sais, ce qui est risqué sur ce genre d'happening, entre guillemets, c'est que tu peux t'attendre à ce que tu veux, mais ça peut très bien ne pas se passer comme prévu. Et nous, pour le coup, sur le 0,1% de chance qu'on a, c'est qu'on l'avait prévu comme ça, et ça s'est passé comme ça. En vrai, ce qui était intéressant dans ça, c'était d'utiliser en promotion les gens qui se réjouiraient, tu vois ce que je veux dire, de cette photo. Donc il y a eu Booba, il y a eu Bassem, il y a eu d'autres influenceurs, de trucs à gauche à droite, des gros comptes. Donc ça a donné la lumière sur le reste, et surtout ça a montré qu'avec Internet, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Et utiliser ses ennemis, parce que pour partager et se réjouir d'une photo, c'est clairement qu'ils se considèrent comme ennemis de moi, même si moi aujourd'hui j'ai plus d'animosité envers personne. Donc utiliser ses ennemis pour faire sa promotion, c'est quand même toujours sympathique. Ça a été un coup de génie. C'était coup de génie. Ça a annoncé ton dernier album en date qui s'appelle Changement de propriétaire. Et c'était important pour moi de toute façon de faire comprendre l'urgence dans laquelle j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que je comprenais quelque chose. Il y avait deux choses. Soit je devenais comme celui donc qui tue ce personnage dans Changement de propriétaire, soit je devenais ce personnage-là pour de vrai. Et voilà, comme je suis quelqu'un qui suit la doctrine, ceux qui y arrivent ne lâchent jamais et ceux qui lâchent n'y arrivent jamais. Donc j'ai jamais lâché, et je me suis repris en main et j'ai travaillé très dur pour me dire, écoute, je vais pas leur donner raison, c'est pas eux qui décident quand est-ce que ça part en couille. Et c'est moi le patron. Voilà. Je suis le patron de mon propre corps. Et je trouve que mon ressenti, déjà moi, par rapport à mon écoute, et surtout quand je me baladais sur les réseaux sociaux, mon ressenti, je trouve qu'il a été super bien accepté, cet album, super bien accueilli. Ouais, de ouf. Franchement, les gens ont aimé ce qu'ils ont entendu. De ouf. Et surtout quand je vois le public de Twitter, qui est peut-être le public le plus féroce des réseaux sociaux. Grave. Pour ce public-là, t'étais foutu. Si eux, ils arrivent à dire, l'album, il est bien, c'est qu'il est très bien, en vrai. Tu vois, même en latence, il y a plein de gens qui le... Tu sais, parce que quand t'as ce truc de étiqueter artiste finito, has-been, truc foutu, et clairement, à ce moment-là, je l'avais, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce truc de je ne vais même pas écouter son album à lui. Bien sûr. Tu vois. Et là, en latence, je vois des comptes assez importants, assez influents sur Twitter qui disent, mais en fait, l'album de Sadek, il est vraiment bien. Il est vraiment lourd, il est truc. Et en latence, ça commence à... Et donc, c'est super pour le prochain album qui arrive, où là, vraiment, je suis content. Parce que j'ai fait de la musique ouverte, mais selon mes standards à moi, c'est-à-dire qu'il y a aucun moment, je te jure, Driver, où j'ai essayé de faire de la musique pour le peuple. Bien au contraire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un Type Joule, où tout le monde va dire, ouais, mais j'en ai rien à foutre. Je le kiffe, je le mets. C'est mes morceaux, je les écoute dans ma voiture, je les kiffe, je les écoute avec mes potes, et j'ai envie que mon public ou les gens qui puissent m'écouter, voilà, c'est ça que j'ai envie de proposer, donc je le propose. Je suis pas dans un calcul, peu importe dans quoi que ce soit que je fais. Mais j'essaie d'être dans une cohérence où je pense qu'avec l'ultra-productivité du rap français actuel, pour avoir l'oreille d'un auditeur pendant un long format, il faut quand même proposer un vrai long format et pas une compilation de morceaux. Sinon, on sort des morceaux. À gauche, à droite, à truc, ça fonctionne aussi. Mais sortir un album et réussir à capter l'oreille d'un auditeur, le cinéma aussi m'a apporté le truc de pouvoir comme raconter une histoire. Et sur Ouvert tout l'été, je trouve que c'est encore plus abouti que sur Changement de propriétaire. Changement de propriétaire, c'est très introspectif, très truc. Là, Ouvert tout l'été, c'est vraiment... une formule de comment j'arrive à amener la musique, et j'arrive à maintenant mettre l'humour, qui a toujours été quelque chose que j'adore. L'humour, ça me fait rigoler. Et voilà. Je pense que si voilà ce que j'allais dire. Si on te connaît un peu. Et j'arrive à le mettre à mon service maintenant. Donc je suis très content de ça. Très bien. C'est ça qui est vraiment la petite frustration que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, c'est fou, mais je suis beaucoup plus fort maintenant qu'avant, dans tout. Je veux dire, dans tout ce qui est la musique, je trouve que je suis beaucoup plus fort, et j'ai l'impression que mon momentum aurait pu passer aussi, tu vois. C'est ce qui devrait être, en fait, pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un moment où les gens lâchent le truc, et après ils reviennent, et c'est ce qui fait que ça se détériore, alors que pour moi, tout devrait être mieux à chaque fois. Et j'ai l'impression, moi, quand tu me racontes ton parcours, que t'as jamais lâché la musique, en vrai. Non. C'est ça le truc aussi. Non, mais après, il y a un truc aussi, c'est que j'aurais jamais lâché la musique. Comme je te dis, un mec qui kiffe le javelot ou le lancer de disque n'aurait... Tu vois, où, tu sais, des fois, il y a des passions qui sont ultra pas populaires. C'est comme si pour moi, être rappeur, c'est quand même être collectionneur de timbres. Alors, c'est toi qui viens m'annoncer que mes timbres, ils valent 100 000 ou 200 000 euros. Moi, de base, je les collectionne parce que j'aime bien traîner à la poste. Tu vois ce que je veux dire? Comme aujourd'hui, il y a des mecs qui veulent lancer des collections de cartes Pokémon en 2015-2016. Hé, Loulou, réveille-toi, c'était en 99 qu'il fallait les acheter. Ça sert plus à rien maintenant. Je vois très bien tu vois ce que je veux dire?
on t'annonce que ça a de la valeur parce que toi, tu y as accordé de l'amour. Ouais. Mais si les gens n'y accordaient pas de valeur, tu y aurais quand même accordé de l'amour. C'est clair. Je suis d'accord. Et c'est ça mon rapport au rap. Avec le rap. Très bien. L'album Aimons-nous vivants, on revient un peu en arrière, il arrive après les incidents... Avant. Il arrive avant Dubaï. Parce que j'allais demander si le titre, il était lié à ces histoires-là. Il était lié au message que j'avais envie de laisser, tu vois. Ouais. Et puis, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ouais. Et puis surtout, c'était un truc de... j'ai vraiment cette crainte, et je te jure que ça, par contre, que j'en sois témoin ici, que personne ne sort de la musique après ma mort, ça déjà, je l'accepte pas. Ok. Je veux pas qu'on sorte de musique après ma mort. Et ne venez pas me kiffer après que je sois mort. Ne me faites pas une Van Gogh, je vous détesterai de ouf. Ouais. Tu vois, si je vois s'il y a possibilité d'hanter des gens, sachez que le premier qui vient, qui je deviens son artiste préféré après que je sois mort, et tu m'as pas consommé pendant que j'étais vivant, ramène du dirham, mon petit gars. Si tu commences à me consommer après ma mort, voilà, je vais te faire des trucs de dingue. Tu vas avoir des sandales qui vont se déplacer dans ta chambre, au début. Après, je te touche. Y a pas de, je te touche pendant que tu dors. C'est vrai que c'est assez étrange, cette façon qu'a le public, je parle pas que du rap, je parle dans tout, hein, de t'aimer quand t'es en difficulté ou mort. Non, surtout quand t'es mort. C'est-à-dire que là, tu peux plus répondre, donc on t'accorde. Ça, c'est un grand classique, la mort. Mais il y a quand même, je vais pas citer les noms ici parce que je suis driver, je suis un gentil. Mais il y a quand même des artistes qui arrivent avec premier album, un storytelling. Je viens d'un truc à problème où tout le monde est mort ou machin ou autour de moi. Et je te jure qu'il y a une espèce d'empathie du public qui fait que les gens achètent. J'ai des exemples en tête que je te dirai en antenne. Les gens achètent, ça marche. Les mecs deviennent riches grâce à ces albums-là. Et je te jure que le deuxième album, ils les suivent plus. Ah, ça va pour eux maintenant. Ah, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois plus dans quoi? Dans Future, quand il a cassé avec Ciara. Ah, et c'est bon. Ouais. Il a divorcé, il va nous faire l'album de l'année. Ouais, ça c'est encore. J'espère qu'il se drogue. Ouais, il a des problèmes. Il va nous faire un album. Il va tout nous raconter dans son album. Il vient de se faire arrêter avec de la drogue dans sa voiture. Oui, il va sûrement super mal. Ça aussi, c'est horrible. Ouais, de ouf. Personne pense à l'humain, quoi. Non, bah, on s'en fout. Le mec, il est en train de souffrir. Fais-nous un album. C'est tout ce qu'on veut. Ah, je trouve ça étrange. Limite, le mec, il vient de faire un accident de ouf, il lui pose un micro juste à côté de la perfusion. Des choses à dire pour toi, pour t'exprimer. C'est ouf. Je regardais le truc de Kanye West, là, sur Netflix, là, où quand même le mec fait un accident et il arrive plus à bouger la mâchoire. On lui dit, si tu rappes comme ça, là, il y a moyen de faire quelque chose. Le mec fait son premier hit. Tu veux pas qu'on t'enlève une dent aussi? Non, mais on en est là, tu vois ce que je veux dire? Mais laisse-le récupérer. Non, mais là, si tu rappes avec la mâchoire cassée, ils vont sentir ta douleur. Ah, mais même moi, j'ai trouvé ça fou à partir du moment où des rappeurs meurtriers, tu vois. Ouais. Genre, j'étais petit, plus jeune que maintenant, et je te dis, je comprends pas d'où vient ce truc d'être fasciné par des choses malsaines comme Rondo de Number 9. Ouais. Ouais. Et on disait quoi entre potes? Non, mais lui, c'est un vrai, il a tué. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, être un vrai. Ah non, mais chaud. Il a tué des mecs et tout. Ouais, même lui, tu vois, lui, par exemple. Ils le disent dans les morceaux maintenant. Tu vois, lui, dans son clip, là, il est mort. Ouais. Ils ont fait une vidéo de lui, ils ont filmé son visage sur le sol, il l'appelle Pizza Face. Ouais. Je te jure, j'ai vu des trucs comme ça. Et nous, on est là, on se raconte ça. Mais on était niqués, en fait. On est super malsain de ouf. C'est vrai. Malsain de ouf. Du grand n'importe quoi. Mais bon. Là, t'es sur un nouveau projet, t'es en train de préparer un nouvel album, un truc? Ouais, je suis en train de préparer Nick le Casino 2. Ok. Pour la fin de l'année, là. Très bien. Et c'est très compliqué parce que le titre, déjà, tu vois, comme c'est un album emblématique pour moi de ma carrière, des gens qui me suivent, il faut vraiment que j'arrive à... Toujours trouvé ça dangereux, moi, de faire ça. Ouais. Mais je te sens chaud. Mais je me sens chaud parce que j'ai une autre histoire à raconter dessus. Ok. Qui se prête à Nick le Casino. Tu vois, je trouve qu'on est en plein dedans en ce moment. Et en vrai, ce qui est ouf là pour celui-là, c'est que j'ai déjà tout autour. Et c'est dans la musique où je n'arrive pas encore à trouver la vraie proposition que je veux. Je veux que ce soit un album millésime de haute voltige, de trucs, tu vois. Ok. Autant dans Ouvert tout l'été, je me suis essayé à des trucs plus populaires, mais parce que j'ai pioché dans les courants musicaux qui me parlent. Okay. Tu vois, si je fais de la jersey, c'est parce que j'aime la jersey. Si j'ai pas fait de drill, c'est parce que je me sentais pas dessus. Okay. Et autant Nick le Casino 2, j'essaye d'aller dans l'essence technique de, par exemple, du perfectionnisme que peut avoir un Laylo ou des PNL, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est mes standards
de sparring musicaux en me disant, voilà, je sais pas si j'arrive à mettre des mots sur ce que je veux dire, mais si, moi tu vois, il y a un truc d'horlogerie un peu dans la musique. Ouais. Et puis surtout, il y a ce truc de, comme tu le disais tout à l'heure, pas faire une compilation de morceaux, faire des albums, mais je trouve qu'eux le font bien. C'est des albums. T'as envie d'écouter les morceaux dans l'ordre. Exactement. Et c'est millimétré. Et dans ce truc-là, où moi, je m'y essaye, avant d'écrire des morceaux d'album, je suis en train d'écrire l'histoire de l'album. Comme si je le prends vraiment comme si c'était un film. Et comment tu bosses, ça me fascine, moi. Ces trucs, je viens d'une autre époque, hein. Ces trucs de séminaires. Tu fais ça, des séminaires? Ouais, j'en fais, ouais. Tu fais venir plein de beatmakers, tout ça, les mecs, des top liners et tout? En fait, ce qui est cool, Driver, c'est que moi, je parle 5 langues. Et comme j'habite à l'étranger, du coup, je rencontre énormément de monde et je fais des camps avec des Européens. Par exemple, j'ai une team en Suède qui est composée de... Tu parles suédois? Non, je parle anglais. Non. Là, j'allais dire, mais non. Raconte-nous tout, tu es étrange. Non, il parle anglais, ça va très bien. Il parle anglais et espagnol puisqu'il habite à Majorque. Et en fait, si tu veux, le top 3, top 4 artistes là-bas, ils sont managés par le même mec. Qui est devenu mon ami par le fil du temps. Et donc, on organise des séminaires où il ramène des gros compositeurs de toute l'Europe et tout, et on essaye des morceaux, des trucs. Mais le séminaire, je pense que c'est le meilleur truc pour faire des tentatives musicales et pour s'entraîner. C'est-à-dire, c'est un camp d'entraînement pour moi. Après, je préfère être en studio. Une fois que tu as terminé tout ça, tu fais tes choix et... Mais j'aime pas les gros studios non plus. J'aime bien les petits studios bien configurés. On n'a pas besoin d'enregistrer sur une SSL, ça sert à rien. Donc, voilà. Là, tu viens de tuer tous les studios qui ont des SSL. C'est bien pour le mix. En tout cas, on approche de la fin de cet entretien. Et ici, on ne laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Et le concept, c'est que tu dois l'ouvrir et expliquer aux auditeurs ce que c'est. On va faire un unboxing. Exactement. Je te donne ce cadeau. C'est bien gros. Merci déjà. Mais de rien. Il n'y a pas de caméra, donc je vais dire aux auditeurs ce que c'est. C'est quoi, c'est un gel lubrifiant, ce Driver? Et pourquoi il y a comme un sexe sur la ceinture, là? Je connais pas ce logo, qu'est-ce que c'est? Explique-le. Gars de ceinture avec son gel lubrifiant. Non, je rigole. C'est un livre. Ouh, c'est lourd, ça. C'est le livre d'Antoine Arnaud, ça. L'art de la guerre dans le business, les leçons des plus grandes batailles du monde des affaires. Gibson versus Fender, Adidas versus Puma. Ah, je la connaissais celle-là. Bumble versus Tinder, H&M versus... Ça tue. David Brown. Voilà. Donc on va lire là. Avant de devenir d'immenses entreprises, ces grands noms de la vie économique se sont affrontés à l'occasion de conflits où tous les coups sont permis. David Brown a pris conscience que ces affrontements titanesques respectaient les règles édictées il y a plus de 2500 ans dans le premier traité militaire connu au monde, l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà. C'est l'art de la guerre dans le business. Dans le business, exactement. C'est chaud de ouf. Voilà. Chaud de ouf. C'est pour toi, tu vas pouvoir lire ça. On va pouvoir avoir du savoir. Et voilà, et mettre ça dans Nick le Casino 2. Merci beaucoup. C'est comme si tu venais de me donner un bazooka, là. C'est clair. Merci, mon frère. Je suis content. Merci pas de beaucoup. problème, Sadek. On te souhaite le meilleur. Voilà, de la grande musique et tout ça. De toute façon, moi, je te suis toujours. Merci, tonton. Ça fait super plaisir. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.